Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Système de freinage sur toutes les versions, civiles, des voitures, les étriers simples à un piston sont assez fiables. Bien que certains propriétaires se plaignent d'un freinage inefficace, dans la pratique, la voiture freine généralement de manière adéquate, compte tenu de la puissance des moteurs de 100 à 150 chevaux. Et la puissante version de 184 chevaux dispose de disques dont le diamètre atteint 298 mm. Les disques sont allégés par rapport à ceux de la Focus 2, mais leur structure est identique. Les disques et les plaquettes avant sont interchangeables avec les disques et les plaquettes de la Focus de la génération précédente. Aucun problème lié aux disques allégés n'a été constaté. S'ils roulent parfois, c'est généralement en raison de la mauvaise qualité des composants. À l'arrière, les étriers sont dotés d'un mécanisme de frein à main intégré, tous fabriqués par ATE, mais dont la conception est particulière. Il ne s'agit pas d'un serrage de plaquettes à vis, mais d'une version à levier plutôt délicate. Ici, c'est la tige qui appuie sur le séchoir, et la tige filetée n'est utilisée que pour le fonctionnement du système d'entraînement automatique et de compensation de l'usure des plaquettes. Contrairement à la conception classique de TRW, le principal problème ici n'est pas la fuite du joint d'huile, mais la rupture du mécanisme d'auto-ajustement. Cependant, les fuites du joint d'huile sont également présentes. Le sécheur, qui déplace la tige, et l'arbre rotatif du frein à main ont une faible liberté de mouvement l'un par rapport à l'autre. Ce qui entraîne des désalignements et des grippages. En même temps, le mécanisme du tampon auto-souleveur dû à la tige de la vis, tournant dans le filetage du piston, et au ressort de retrait, est également loin d'être idéal. Dans certains cas, l'écrou de séchage se détache et n'appuie pas sur la plaquette, puis le mécanisme d'autoblocage devient capricieux. Et le frein à main ne sert pas la plaquette, en général, le nombre de dysfonctionnements à même augmente par rapport à la version plus courante de TRW et des produits similaires. Le seul avantage est que le boîtier de l'étrier ne se corrode pas à l'endroit où la tige sort sous le joint d'huile. Mais c'est une maigre consolation. Et, contrairement à d'autres voitures modernes, la règle « tirer le frein à main plus souvent, il fonctionnera plus longtemps » ne s'applique pas ici. Il vaut mieux utiliser le frein à main moins souvent. Oui, les câbles ne sont pas très fiables, et la tension se fait assez bien, depuis l'intérieur, il suffit de démonter la partie arrière de la console centrale. Mais en général, ces travaux ne sont nécessaires qu'une fois tous les 5 à 6 ans, ce qui ne suscite pas une grande indignation chez les propriétaires. Le système ABS se caractérise par un câblage dégoûtant des capteurs. Bien qu'il y ait des capuchons de protection en plastique sur le câble du capteur lui-même, c'est sous ces capuchons que le câble pourrit généralement, c'est la faute de la mauvaise qualité du câblage. La plupart des autres problèmes du système sont également liés au câblage et à la saleté du compartiment moteur. L'unité ABS se trouve à côté du maître-cylindre de frein et de l'aspirateur, mais pour une raison quelconque dans un coin du compartiment moteur, où le connecteur du bloc souffre facilement de la saleté. Il est intéressant de noter que l'unité de contrôle du moteur se trouve à côté, mais de l'autre côté du garde-boue du compartiment moteur, juste sous l'aile. Mais c'est beaucoup plus propre à cet endroit, tant que le casier est intact. Suspension elle est classique, MC-Ferson à l'avant, multilink à l'arrière. La suspension arrière présente une forme de bras transversaux légèrement différente de celle de son prédécesseur, bien que la géométrie corresponde à l'analogue des second break focus. Les leviers restent interchangeables, mais ils ont des diamètres différents pour les cylindres blocs et les boulons. Les cylindres blocs du bras arrière longitudinal peuvent être montés à partir de la deuxième focus, mais les pièces présentent des différences de taille. Cependant, il est possible de monter sur la troisième focus un levier longitudinal de suspension arrière complet avec tous les éléments caoutchouc métal de la deuxième génération. Il s'adaptera tel quel, seuls les points de fixation des tubes et des câbles sont différents. Bras de support avec une profondeur de ressort différente, le Focus 3 a un ressort qui s'enfonce davantage dans le bras. Les petits éléments coussinets et barres stabilisatrices sont les mêmes dans certaines versions, mais peuvent avoir des diamètres et des pas de vis différents.
Le sous-châssis avant est compatible en termes de dimension de montage, mais présente des différences au niveau des fixations de la protection, de la suspension du système d'échappement et du stabilisateur de stabilité transversale. Les amortisseurs avant ne différent que par les fixations et les caractéristiques des flexibles de frein. En termes de géométrie, tout est identique, de même que les ressorts avec support. Les amortisseurs arrière ont une conception différente, mais sont géométriquement interchangeables. Les leviers de la Focus 3 avant le restylage sont uniquement en aluminium, avec des supports de billes non remplaçables, alors que la plupart des versions du prédécesseur avaient des supports en acier. Lors du restylage pour la Russie, les leviers en acier sont plus courants. En ce qui concerne la géométrie, tout est identique, la seule différence étant le diamètre de l'axe de la bille, qui est de 18 ou 21 mm. Les ressorts avec support ne diffèrent pas beaucoup de leurs prédécesseurs. La seule différence est que la partie en caoutchouc du support a perdu beaucoup de sa taille, tandis que le roulement reste le même, mais a également été simplifié et a perdu une partie du couvercle anti-poussière. Il est très important, lors de la sélection des éléments à réparer, de ne pas confondre ce qui est différent de ce qui est différent. Il est également souhaitable de savoir à l'avance quelle est la variante de suspension de votre voiture, afin de ne pas tout changer dans un ensemble. Le « méli-mélo » du propriétaire, économe, peut être remarquable. Il n'y a pas de plaintes importantes sur les ressources. Les roulements des supports et des supports avant sont faibles, mais il s'agit d'un élément comparativement peu coûteux, et si vous ne mettez pas le roulement d'origine, il durera sensiblement plus longtemps que l'original. Sur de bonnes routes, les roulements à billes avant durent 150 000 ans, et il est nécessaire de remplacer les leviers dans l'assemblage. La répression et la restauration n'ont pas de sens, il est plus facile d'installer des leviers en acier avec des rotules remplaçables de 21 mm. L'installation de leviers en aluminium Prestil d'origine est généralement inutile également, au prix de 31 000 € pour l'original. Personne ne sera disposé à le faire. Même les leviers en acier Restil seront 2 fois moins chers, et les leviers non originaux 2 ou 3 fois plus abordables. De tels prix obligent les propriétaires à transformer leur voiture en un assemblage d'éléments provenant de différents fabricants. Et même de différentes voitures. C'est la raison pour laquelle très peu de Focus sont réparés chez les concessionnaires après la fin de la garantie. Direction en fonction du moteur et du marche, la troisième Focus peut être équipée de 2 types de direction. Les voitures équipées de moteurs atmosphériques 1,6 sont censées avoir une direction assistée, et d'autres versions ont reçu une direction assistée électrique, et très progressive, avec un moteur sur une crémaillère. La version avec direction assistée hydraulique est assez fiable, à condition de changer l'huile du système à temps et de ne pas surchauffer. La crémaillère, le radiateur est franchement faible, l'huile devient chaude et les joints perdent de leur élasticité. Il est caractéristique des voitures dotées d'une protection aveugle du carter et qui tournent au ralenti dans les embouteillages pendant des heures sous une chaleur de 40 degrés avec l'air conditionné en marche. Il n'y a pas de capteur de température de l'huile hydraulique, et nous pouvons donc encore discuter des raisons de ce phénomène. Mais il est très souhaitable de changer l'huile plus souvent, car elle contient des additifs qui renforcent l'élasticité des joints. Parfois, les propriétaires prennent la peine d'installer un radiateur à ailettes. La crémaillère électrique n'a pas ce genre de problème. Mais le craquement après 120 à 150 km est un phénomène assez courant. La raison se trouve principalement dans l'écrou situé sous le ressort de serrage. Il est en plastique et, avec le temps, il se désagrège simplement à cause de la pénétration de l'huile. Les bacs d'extrémité d'arbres en plastique se désagrègent de la même manière. Des écrous de serrage métallique, des plaques d'appui en PTFE et des bacs d'arbres sont disponibles dans le commerce et leur installation résout généralement le problème. Le câblage du rack n'est pas très bon, l'étanchéité du connecteur et la présence d'eau déplaçant la graisse dans le connecteur doivent être surveillées. La plupart des réparations sérieuses de crémaillère sont dues à l'infiltration d'eau dans le connecteur et le boîtier de commande. Le palier de butée de la boîte de vitesse sur les billes de recirculation est également faible, on essaie généralement de le remplacer. Si la crémaillère est démontée pour être remontée. La courroie se déchirait principalement en raison du blocage du réducteur à billes de recirculation. Cela se produit si de l'eau pénétrait dans la crémaillère. Il y a certainement des problèmes d'étanchéité de la construction. Il est fortement recommandé de remonter préventivement le rack une fois tous les 100 000 et de surveiller très attentivement la sécurité. Des couvercles anti-poussière, l'étanchéité du connecteur du rack et de ne pas permettre le dépôt de saleté sur le corps. La ressource en COS est stable et réduite, elles sont un peu plus légères et moins chères,
mais la situation est la même qu'avec les composants de suspension d'origine. Les pièces de qualité non originales sont plus solides et durent plus longtemps. Transmission. Problème courant: les transmissions sont assez fiables, mais leur prix était déjà élevé l'année dernière et, aujourd'hui, rares sont ceux qui acceptent de débourser moins de 100 000 roubles pour une transmission d'origine. Pour les moteurs 1,6 avec MKP et AKP, les plus populaires, il n'y a pas de problème de joints externes ou internes. Il n'y a pas de proposition de marque forte, mais les prix sont bas et la ressource de ces substituts est décente. Boîte mécanique: tous les MUC sont des MUC familiers d'après les commentaires Ford Fiesta et divers modèles Volvo. Les voitures sûres la mécanique sont assez nombreuses dans la population, car Ford a de sérieux problèmes avec la transmission automatique. Et le principal problème du MKP est le même qu'auparavant. Après tout, avec les moteurs atmosphériques 1,6 m tous la même boîte IB5, qui à cause des plaintes sur le prédécesseur, est sûre la fusion et qui n'était déjà pas fiable sur la fusion. Si l'on tient compte du fait que la nouvelle voiture est devenue plus lourde et que les variantes avec des moteurs 125 sont plus fréquentes, cette boîte sert moins, souffrant parfois de panne déjà à des kilomètres jusqu'à 100 000. Le principal problème de l'IB5 est la défaillance du différentiel, mais les roulements de l'arbre sont également fragiles. Si vous manquez un peu le niveau d'huile, il se mettra à hurler. Les pièces détachées ne sont pas bon marche, et il est généralement plus facile de remplacer toute la boîte par une 6 vitesses. Les rapports seront trop tendus pour un moteur atmosphérique, mais en même temps, il n'est pas nécessaire d'écouter les hurlements de la boîte et de ressentir les secousses caractéristiques d'un différentiel mordant dans les virages, ce qui laisse présager qu'un doigt va bientôt lâcher, rompant ainsi un cas de contrôle. Une légère usure des synchroniseurs de la deuxième et de la troisième vitesse à un kilométrage supérieur à 150, un blocage des câbles après une longue immobilisation sont présents, mais passent dans la catégorie des problèmes mineurs. La boîte MTX 75 se trouve principalement sur les voitures atmosphériques de 2 litres. Les points négatifs sont les joints d'huile usée et la mauvaise lubrification des roulements de l'arbre primaire. Il est préférable de verser un peu plus d'huile et de la changer plus souvent. Le volant moteur de la Focus 3 est bimasse, mais il est possible de construire un kit pour un volant monomasse. La boîte B6 équipe les moteurs à essence 1.6 et 1.5 suralimente jusqu'à 182 chevaux, le 1.0 suralimente 120/125 ch et le 1.2 DO tende, 6 turbodiesel dans toutes les versions jusqu'à 115 chevaux. Il s'agit d'un circuit intégré qui ne pose pas de problème, les fuites étant même quasiment inexistantes. Mais les volants d'inertie sont strictement bimasses. Les diesels de 2 litres et toutes les versions des moteurs à essence de plus de 183 chevaux sont équipés d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports de la série MMT6. La boîte de vitesse résistait à de lourdes charges, mais les engrenages martelés, les fuites d'huile et les roulements en dommages, hélas, ne sont pas rares. Les difficultés de passage des vitesses dues à l'usure des dents des embrayages, aux fourchettes tordues et à l'usure des pointes de fourche sont monnaie courante. Ajoutez à cela l'augmentation du nombre de roulements dû à la présence de 2 arbres secondaires et d'un mécanisme complexe de sélection des vitesses. En conséquence, il s'avérera que de nombreuses commandes de cette série ont été réparées sous garantie, avec remplacement des embrayages et des fourches. Les details eux-mêmes ont été améliorés à plusieurs reprises au cours de la période de commercialisation du Focus 3. D'une manière générale, lors de l'achat d'une voiture équipée de cette boîte de vitesse, il est nécessaire de vérifier soigneusement son fonctionnement. Les volants d'inertie à 2 masses de Ford, les modèles de Lucas ou de Sachs se vendent à peu près de la même manière, en moyenne jusqu'à 120 à 150 000, et plus de 200 ne survivent généralement pas. Il est difficile de les remplacer, et le prix des marques et des fournisseurs est de l'ordre de 42 à 70 000 roubles. La restauration coûtera environ 20 000 roubles, mais ici, comme par hasard, il arrive que le corps principal soit détruit à cause d'erreurs de fonctionnement. Boîtes automatiques. Ce modèle n'a manifestement pas de chance avec les boîtes automatiques. Parier sur les boîtes de vitesse présélective PowerShift de Getrag était une erreur. La conception s'est avérée nettement moins réussie que la célèbre DSG-DQ 2 Sense de VW. DSG-DQ 2 Sense de VW. La tentative de se débarrasser de l'hydraulique archaïque dans l'entraînement et de ne laisser que l'entraînement électrique direct pour tous les mécanismes d'actionnement entraîne une sérieuse perte de fiabilité. Dans ce contexte, l'équipement des voitures équipées de moteurs 1.5 et 1.0 avec une transmission automatique conventionnelle à 6 vitesses avec convertisseur de couple après le restylage a été accueilli avec enthousiasme,
même en tenant compte du fait que cette boîte n'était pas la meilleure. Sur les voitures avant restylage, on vend même un kit pour l'installation collective d'une transmission automatique de l'ancienne Toyota avec une unité de commande pneumo-hydraulique. Quelqu'un y soude la bonne vieille 4F27 de Ford, Mazda ou même les 1 AW81-40 le. Nous avons déjà parlé des problèmes du robot CDCT 250 en detail dans l'examen de la Fiesta 7 ou 7 boîtes de vitesse. Et également le principal type de transmission automatisée, et nous nous limiterons donc à une brève description de ses particularités. Le principal type de transmission automatique de la Focus 3 est donc un robot présélectif à 6 vitesses de la série CDCT 250. D'un point de vue mécanique, elle ne présente pas de solutions uniques. Mais l'entraînement du mécanisme de changement de vitesse et de l'unité d'embrayage n'est pas réalisé de la même manière que chez son principal concurrent, la DSG. Les commandes de changement de vitesse et d'embrayage ne sont pas hydrauliques, même si elles sont entraînées par une pompe électrique, mais par un simple entraînement électrique direct. Malheureusement, la conception s'est avérée non pas si brute que cela, mais franchement brute. Le bloc a 2 moteurs électriques, qui entraînent 2 blocs de fourchettes de changement de vitesse par l'intermédiaire de boîtes de vitesse, présente des problèmes à la fois mécaniques et électriques, et l'électronique de commande elle-même est faible. Tout s'effrite, depuis l'usure de la guitare, des engrenages dans la boîte elle-même jusqu'aux fissures dans la carte du bloc, en passant par les soudures à froid et la combustion des contacts de l'unité de commande. Aujourd'hui, le prix des blocs TCM fabriqués par Continental, mexicain ou indien, a de nouveau dépassé les 50 000 et atteint 160 000, alors qu'il fut un temps où les nouveaux blocs de la série 105, regardez l'autocollant sur le bloc nécessairement, ne coûtaient que 30 000. Il est inutile d'acheter des blocs des séries 101 à 104, car il s'agit de versions problématiques, même s'ils sont vraiment neufs et non restaurés à partir d'un site chinois. De plus, il y a suffisamment de contrefaçons maintenant. 2 blocs de fourchettes de débrayage pour 14 à 19 000 euros, qui pour une raison quelconque se déforment avec le temps, et 2 blocs de leur entraînement pour 12 à 22 000 euros pour l'original. Il s'agit également d'un consommable, mais en général ces éléments tombent en panne moins souvent que le TCM. À la liste des éléments qui peuvent nécessiter un remplacement, il convient également d'ajouter les capteurs, y compris les capteurs de position d'embrayage. Et, bien sûr, l'unité d'embrayage elle-même est un consommable. En cas de problème avec le TCM et d'autres éléments, elle s'use instantanément. Dans des conditions idéales, il peut atteindre 120 à 200 000 roubles, mais cela dépend fortement de l'état des autres pièces de la boîte et des conditions de fonctionnement. Le prix du kit de remplacement est aujourd'hui de 40 000 roubles pour l'original de Lucas, si vous l'achetez dans des magasins spécialisés, et non sur des marches automobiles. Pour le service après-vente, le prix sera de 70 000 roubles et plus. L'ensemble comprend une unité de compression et un jeu de 2 fourches, il n'est absolument pas rentable de les acheter séparément. Il est intéressant de constater qu'il y a un certain nombre d'éléments en plastique dans la conception du bloc de roulement à pression. Mais que l'essentiel des problèmes n'est pas du tout lié à ces éléments. Ce sont plutôt les fourches à plaques métalliques qui perdent leur géométrie, les rouleaux des moteurs de déclenchement qui se bloquent, ou le bloc d'amortisseur de vibration torsionnelle qui tombe en panne. Ajoutons à cela la pénétration d'huile sur les garnitures d'embrayage par les presse-tubes de la boîte de vitesse et du moteur et les problèmes connexes dus au glissement de l'embrayage, voire au gonflement des garnitures de friction. La force de compression est choisie aussi minimale que possible, il n'y a tout simplement pas d'énormes réserves, comme dans un embrayage conventionnel d'une boîte de vitesse mécanique. Les embrayages eux-mêmes sont ouverts en permanence et sont comprimés par l'entraînement de manière très économique. Les puits et les algorithmes de fonctionnement de la boîte de vitesse évitent au maximum la surchauffe des embrayages, et l'huile ne s'épuisait pas. En raison de la prévalence relativement faible de ce type de transmission automatique, il est également difficile de faire appel à des spécialistes et de restaurer les composants. Cette boîte a été mise sur Ford, Renault et les marques apparentées. Mais en termes de volume, ils sont loin de concerner Volkswagen, le fonds d'échange pour les TCM et les blocs d'embrayage est faible. La qualité des réparations est très médiocre. Les variantes chinoises de la restauration industrielle varient considérablement en qualité, allant de variantes tout à fait industrielles à des variantes franchement artisanales. La boîte de vitesse présélective avec bloc de friction dans un bain d'huile porte l'appellation Getrack CDCT 450 et cause moins de problèmes mineurs.
De plus, sa conception est un peu plus ancienne. Cependant, la question se pose de savoir si elle est moins chère à l'usage. Les solénoïdes et l'unité mécatronique sont presque les mêmes que sur la Volkswagen DQ250, car Getrag a soutenu Volkswagen dans le développement de ses transmissions. La liste des principales maladies est sensiblement plus courte que celle de la boîte de vitesse sèche. Les principales plaintes portent sur l'usure relativement précoce de l'ensemble de l'embrayage, après 120 000 km parcourus. Dans un cycle urbain normal, la couche de colle est usée et les disques d'acier peuvent être brûlés. Le premier problème est lié à une forte contamination de l'huile de boîte. Cela entraîne une contamination des solénoïdes, des secousses, une réduction de la durée de vie de la pompe à huile, la nécessité de remplacer fréquemment l'huile et les filtres pour préserver la durée de vie de la boîte. Une solution de conception franchement infructueuse consiste à combiner l'amortisseur de torsion à deux masses avec le panier du bloc d'embrayage. En théorie, cela augmente la durée de vie de l'amortisseur, mais en pratique, les guides en plastique des ressorts du bloc se désagrègent sous l'effet de l'huile chaude et contaminent la boîte. L'usure du roulement de l'arbre primaire est étroitement liée au problème de vibration dû à la rupture de l'amortisseur. Les fuites d'huile par l'énorme joint d'étanchéité avant de la boîte sont également liées à l'usure de l'amortisseur et des roulements. Le joint d'huile lui-même est assez grand et coûteux, et un problème avec l'arbre provoque une usure accélérée. La réparation de l'embrayage lui-même ne présente pas de difficultés majeures. Il existe aujourd'hui dans le commerce des rondelles en plastique séparées pour le remontage de l'amortisseur et du ressort, des jeux de friction, des pistons et de la garniture d'étanchéité avec un joint d'huile, de sorte que la réparation du bloc de friction et des amortisseurs ne présente pas d'obstacle réel. L'achat d'un nouvel embrayage pour 2 cents n'a pas de sens. Le prix des consommables pour une reconstruction complète de la boîte n'est que de 8 000. En outre, les pointes de la fourchette d'engagement de l'embrayage doivent souvent être remplacées. En cas de fonctionnement prolonge avec des vibrations et avec de l'huile sale, les roulements et la pompe souffrent. Mais à cet égard, la boîte est plutôt sans prétention. En général, à l'heure actuelle, il est quelque peu capricieux, mais son fonctionnement est tout à fait adéquat. À condition que sa réparation éventuelle soit effectuée dans un service qui ne la voit pas pour la première fois, que le service dispose d'outils spéciaux pour le démontage et qu'il ne cherche pas à divorcer du propriétaire pour le montant maximum. Lors de l'achat d'une voiture, considérez que les vibrations et les bosses lors des changements de vitesse laissent présager la nécessité d'une remise en état importante. Il est dommage que sur la Focus 3, cette boîte n'ait été livrée qu'en kit complet avec les moteurs EcoBoost et les diesels, et que elle n'ait pas été installée sur les versions les plus massives. Mais après le restylage avec les moteurs EcoBoost à 3 et 4 cylindres, ils ont mis une boîte automatique hydraulique à part entière 6F35. Le nom lui-même rappelle celui de la transmission GMC T35, et ce n'est pas sans raison. En effet, cette boîte est le fruit d'un développement conjoint et Ford a produit sa variante sous ce nom. Contrairement aux conceptions de GM, il s'agit ici d'un logiciel beaucoup plus conservateur, les engrenages planétaires sont places un peu en réserve, ce qui rend la boîte beaucoup plus fiable. L'usure des bagues du convertisseur de couple et la rupture du tambour 3-5R et de l'étrier de l'arbre primaire ne commencent que lorsque la boîte n'a pas été entretenue pendant une longue période et qu'elle était bien chargée. Il est utile de lire ce qui arrive aux boîtes de vitesse citées 40 pour comprendre ce qui leur arrivera en cas de forte charge et de kilométrage élevé mais malgré la similitude de conception, il n'y a pas de chevauchement complet des pannes. Cela prouve une fois de plus que tout dépend du firmware et des réglages des systèmes auxiliaires, même dans le cas d'unités complexes. 4 roues motrices. La Focus n'est équipée d'une transmission intégrale que dans la version RS, et nous n'avons pratiquement pas vu de voiture de ce type lors d'une visite en direct. Les utilisateurs étrangers ne jurent que par les cannelures du renvoi d'angle et la faiblesse des transmissions à l'arrière. La puissance attendue est de 350 chevaux. Moteur. Problème courant: tous les moteurs ont des radiateurs faibles, des plastiques, des caoutchoucs et des réservoirs d'expansion plutôt faibles. Les ventilateurs de radiateurs ne sont pas très performants, car ils ont été modifiés à plusieurs reprises et l'unité de commande pose problème. Tout cela a un prix élevé, les pièces de rechange d'origine n'étant pas toujours d'excellente qualité. Par conséquent, même avec des moteurs très fiables, il est possible que la rupture d'un petit tuyau coûte quelques milliers de roubles et entraîne de graves réparations. La voiture nécessitait une approche très méticuleuse du diagnostic du système de refroidissement et de l'électricité sous le capot.
Moteur à essence. La grande majorité des voitures sont équipées de moteurs 1.6 simples et fiables de la famille Sigma Zetec S Duratec TVCT. Quelques-uns de plus, leurs variantes suralimentées 1.5 et 1.6 EcoBoost. Moins fiables, mais relativement simples et directs dans l'ensemble. Ces moteurs ont été développés par Ford avec le soutien de Yamaha dans les années 90 et ont connu un certain succès. Lorsqu'ils sont apparus en 1995, ils s'appelaient Zetec S, puis Duratec au début des années 2000. En fait, les moteurs ont leur propre nom de série, mais il est peu probable que si vous dites que vous avez besoin de joints pour le moteur JQDA, on vous aidera dans un magasin de produits automobiles, même dans un magasin spécialisé Ford. Les noms des unités ne sont pas utilisés banalement, vous devrez expliquer que vous avez besoin de joints pour l'EcoBoost 1.6. La conception est standard pour les moteurs économiques de l'époque. Le bloc est en aluminium avec des chemises en fonte, une culasse à 16 soupapes avec entraînement direct des soupapes. La distribution est assurée par une courroie, et la modernisation avec réglage de phase a été prévue dès le départ, comme le montre clairement la conception de la culasse. L'admission en plastique est simple et l'injection repartie. L'allumage est conforme au schéma avec étincelle de ralenti. Le carter est également simple, le bloc n'ayant pas de cerclage de renforcement au fond. Le groupe de pistons est initialement doté d'un piston assez léger. En général, un moteur simple et assez efficace. Le moteur à calage variable des soupapes a été baptisé Duratec TVCT, mais l'essence est restée la même. Lorsque la turbocompression et l'injection directe ont été ajoutées au moteur, celui-ci a été rattaché à la famille EcoBoost. Mais au cœur de ce moteur se trouve le même bloc de 1995 avec des modifications mineures, la culasse Yamaha ayant subi relativement peu de changements au cours des 27 années de production du modèle. L'emplacement des fixations reste le même, et de nombreuses caractéristiques sont restées inchangées, la nécessité d'ajuster le jeu des soupapes avec des poussoirs, l'emplacement du thermostat, etc. L'habitude prise par Ford de ne donner que des noms commerciaux aux lignes de moteurs rend difficile le suivi de l'histoire des unités. Mais elle a une incidence positive sur la fiabilité de la conception. Après tout, le moteur est l'une des plus grandes forces de la Focus. Les moteurs 1.6, 85 à 125 chevaux, sont parmi les meilleurs de leur catégorie en termes de durée de vie des groupes de pistons. Les voitures dont le kilométrage est supérieur à 500 000 km n'ont souvent même pas besoin d'être révisées. Une petite consommation d'huile est perceptible même à des intervalles d'environ 8000 km, mais elle est stable et n'augmente que très lentement. Elle apparaît généralement après 150 à 200 000 km. Les breaks taxis jaunes dont le kilométrage est de 750 000 km ne présentent souvent que des problèmes graves, avec une consommation d'huile de 0,5 litres pour 1000 km, ce qui, selon les normes modernes, n'est pas si terrible, et la raison en est fondamentalement banale, les anneaux d'huile se logent. Cependant, les moteurs présentent suffisamment de petits défauts liés à la qualité de fabrication. Ainsi, la ventilation des gaz de carter est un véritable casse-tête. Le séparateur d'huile s'encrasse, le joint du couvercle de soupape fuit, le joint d'huile du vilebrequin arrière, sur les voitures. Équipé du système PowerShift, le petit filtre en mousse dans le boîtier du filtre du moteur s'encrasse, il devrait être changé régulièrement, mais la majorité des propriétaires de voitures l'oublient tout simplement, et certains des propriétaires restants considèrent qu'il n'est pas raisonnable de payer 600 roubles pour un morceau d'éponge. Les capteurs de position du papillon des gaz et les bobines d'allumage ont une durée de vie étonnamment courte, et le câblage du moteur est généralement délicat. La bobine d'allumage est commune, il y a des fils de bougies, le système n'a pas été amélioré avec des bobines individuelles. L'alternateur de ces moteurs tombe souvent en panne. Les connecteurs des injecteurs sont faibles, leur câblage est fragile, il vaut mieux ne pas les démonter à froid. Les injecteurs eux-mêmes sont assez capricieux, car le système de filtration du carburant est franchement inefficace. Peu de gens changent à temps le filtre à maille de la pompe à essence, pour cela, il faut démonter le réservoir et savoir que le filtre est vendu séparément de la pompe, dans le catalogue, il s'agit d'une pièce unique. Et il n'y a tout simplement pas d'autre filtre dans le système. Les jeux dans les engrenages de distribution sont également souvent oubliés et doivent être ajustés après 60 à 80 000 km. Et si vous oubliez de le faire pendant des années, vous devrez remplacer des soupapes brûlées et des arbres à cames en crasse. La procédure de réglage n'est pas simple, les poussoirs sont démontés en une seule pièce, et seulement après les arbres à cames. Et ils sont étiquetés à l'intérieur, tant que vous ne les avez pas enlevés,
vous ne pouvez pas commander la pièce nécessaire. Ce n'est pratique que pour le concessionnaire. Cependant, il est facile de vérifier les jeux, et la pratique montre qu'une augmentation du jeu, même de 3-4 centièmes, ne pose aucun problème, l'essentiel étant que les soupapes ne soient pas bloquées. Il existe des phasorégulateurs sur toutes les versions de moteur, et ils ne sont pas particulièrement fiables, ils servent souvent moins de 150 000. Mais le prix est doux, de 10 à 19 000 € pour l'original. Lorsque le kilométrage dépasse 120 000 km, les moteurs ont généralement un bruit désagréable de claquement des pistons à froid, dans un tel état, il est préférable de ne pas les charger. À propos, les versions russes sont équipées d'un thermostat de 82 degrés, et les propriétaires du monde entier souffrent des tentatives d'installation de thermostats de 88 à 92 degrés et de limage des tiges. Cela ne menait à rien de bon, dans la plupart des cas, le mauvais fonctionnement du chauffage est le signe d'une défaillance du thermostat. Et non le fait que 82 degrés ne suffisent pas à chauffer l'intérieur. Lorsque le thermostat est chaud, la fiabilité du moteur est considérablement réduite, en été, lorsque l'essence est à 92 degrés. On entend déjà clairement des détonations, et les ressources de toutes les pièces en plastique et en caoutchouc diminuent. Le boîtier du thermostat est en plastique et a tendance à fuir en cas de surchauffe, de même que d'autres éléments en plastique du système de refroidissement, de sorte que le thermostat devra bientôt être démonté à nouveau. Le collecteur d'admission en plastique est assez fiable, mais en cas de surchauffe, il faut faire attention aux fuites de liquide qui peut pénétrer dans l'admission en raison de fissures dans le collecteur à la jonction avec le bloc cylindre. En général, il y a un endroit où poser les mains, mais la ressource des moteurs atmosphériques est tout à fait correcte. Et le prix des pannes n'est pas élevé, sauf si vous essayez de réparer ce qui est réparable. Les moteurs EcoBoost basse sur ce bloc existent en 2 cylindrés, 1,6 et 1,5 litres. Le second se distingue par un vilebrequin à course de piston plus courte et n'est apparu qu'après le restylage. Les principales différences avec les atmosphériques de la même série sont l'utilisation de l'injection directe et, bien sûr, des turbines Borg-Warner LP39 ou KK4T3. Le collecteur est un collecteur sépare en acier à parois minces. L'injection directe dans la version Ford a d'abord souffert des fuites de l'injecteur de carburant dans l'huile. Et les injecteurs étaient capricieux. On s'est ensuite rendu compte que le microprogramme n'était pas efficace, que le moteur se mettait très facilement à détonner et que le système de piston n'était pas prêt à cela, et que les pistons se fendaient même. Ni le vilebrequin ni le bloc cylindre ne sont conçus pour un couple supérieur à 240 Nm. C'est pourquoi le moteur 1.5 a une course de piston réduite, son vilebrequin est beaucoup plus solide et les problèmes de chemise sont moins fréquents. Sur les moteurs 1.6, l'intercoulé est habituel RR, mais la taille du noyau laisse à désirer, si bien que de nombreuses personnes en installent un nettement plus grand pour pouvoir rouler normalement en été. L'intercoulé liquide sur les moteurs 1.5 est assez productif pour de courts boosts, mais avec le temps, il commence à surchauffer. L'air à longue charge en raison de la contamination des radiateurs, et l'état de la pompe doit être surveillé. En général, le moteur 1.5 est nettement plus fiable, s'il s'agit de variantes de 150 chevaux, et les versions plus puissantes ne vivent pas dans nos conditions. Seuls les fans qui ne versent que de l'essence au centième, la meilleure huile et qui surveillent fanatiquement la température et les détonations. Les turbines sont assez fiables, c'est le collecteur qui tombe plus souvent en panne. La construction en acier à parois minces est une mine au ralenti après un kilométrage de 150 000 km. Il est préférable de remplacer le collecteur par un collecteur chinois en fonte à l'avance, même s'il se fissure, la turbine restera en vie. Et les morceaux d'acier brûlés provenant de l'usine peuvent facilement tuer une roue chaude ou même une cartouche. Le litre EcoBoost est un moteur très différent. Il est rare, et il n'y a pas lieu de s'en affliger. Le bloc est solide, l'injection est bien réalisée, tout comme sur le 1,5. Mais la conception avec une courroie de distribution dans un bain d'huile est sensible au type et à la température de l'huile, et dans tous les cas, avec le temps, le carter et le réservoir d'huile se bouchent avec des dépôts dus à l'usure de la courroie. Et le coût de remplacement reste très élevé, Ford a tout fait pour que l'entretien ne soit pas bon marche. Il faut un outil spécial sous forme de réducteur pour serrer les boulons, et un tas de nouvelles fixations, ce qui représente une grande quantité de travail et des composants qui ne sont pas bon marche et qu'il est extrêmement risque de prendre dans une version qui n'est pas d'origine. Et encore une fois, il y a peu de spécialistes de ces moteurs. Le moteur de 2 litres est un vieil habitu, base sur le bloc de la série MZR de Mazda qui a été monté sur un certain nombre d'autres
modèle, mais avec une injection directe. Et ce n'est pas la plus réussie. Pour le reste, il s'agit du même moteur simple, ingénieux et massif. Mais cela n'a absolument aucun sens d'acheter une voiture équipée de ce moteur. L'unité est combinée au système PowerShift avec embrayage à sec, et l'avantage en termes de puissance est minime. En termes de ressources et de coûts d'exploitation, ce moteur ne surpasse pas les variantes à moteur atmosphérique 1,6. Les versions suralimentées du même bloc pour les versions Focus 5 et RS ont déjà fait l'objet d'articles Freelander 2, Mazda CX-7. Volvo S62. Il s'agit d'une version très rudimentaire, avec des problèmes évidents. Les problèmes qui ont affecté le tout premier 2.3 d'Easy de Mazda sont également présents dans les EcoBoost beaucoup plus récents. Le bloc est suffisamment solide, mais les garnitures sont, à la limite, les bielles, les chemises, les soupapes et les pistons. Littéralement tous les éléments sont prêts à surprendre le propriétaire. Tout est compliqué par les recommandations en matière d'huile, comme pour d'autres moteurs, celle-ci est prescrite à très faible viscosité SAE 20, de sorte que les chemises et les turbines meurent par paquet. Moteur diesel. Les moteurs diesel sont toujours les mêmes excellentes unités du groupe PSA. Les moteurs 1.6 et 1.5 sont essentiellement les bons vieux DV6, DV5 en version 8 soupapes. Un excellent moteur dans sa catégorie. Il a même commencé à être produit en Russie pour PSA. Le moteur diesel de 2 litres est l'excellent DW10 français. Ils sont rares sur la Focus, contrairement au Peugeot Citroën à prendre ou à ne pas prendre. L'achat d'une Focus 3 est un véritable problème de choix. Si vous voulez vraiment une voiture assez récente, ou si vous n'avez tout simplement pas trouvé un autre break de classe C, Ford a certainement quelque chose à vous offrir. L'essentiel est de vérifier soigneusement la carrosserie à tous les endroits problématiques, et de prendre la voiture sur le MKP et avec un moteur 1.6. Dans les cas extrêmes, avec un moteur 1,5 suralimenté et une transmission automatique. L'option avec les moteurs diesel 1,5 et 1,6 sur une boîte manuelle n'est pas mauvaise. Et vérifiez tout à fond. Il est important de se rappeler qu'il y a beaucoup de particularités étranges dans la conception, avec des pièces de rechange pour Ford et leur livraison parfois pas facile, et les catalogues différents quelques alternatives. En conclusion, choisir la bonne version de la Ford Focus 3 nécessitait une attention particulière sur le moteur, la boîte de vitesse et la suspension. En tenant compte de vos besoins en matière de performance, de confort et d'économie de carburant, vous pourrez faire un choix éclairé. N'oubliez pas de vérifier le kilométrage et l'historique d'entretien pour garantir la fiabilité de votre véhicule. Avec ces conseils en tête, vous serez en mesure de trouver la Ford Focus 3 qui vous conviendra parfaitement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils automobiles.